Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et merci pour votre présence à cette matinée de remise du départemental paysage et l'espace public du CAUE du Gard, que j'ai l'honneur de présider. Et avant de donner la parole pour une introduction à Madame Gabrielle Vélich, architecte du patrimoine et lauréate de la deuxième édition en 2021, l'ensemble du CAUE tenait à remercier l'équipe de la Chartreuse et sa directrice, Mme Cléry, pour leur accueil, leur professionnalisme qui, depuis plusieurs années, rend possible cette remise des prix dans ce lieu d'exception. Merci également à la Chartreuse pour le vin d'honneur qui sera servi pour clôturer agréablement cette matinée. Architecte, diplômée du Centre des Hautes Études de Chaillot, Gabrielle Vélich est présidente d'Échelle 1, située à Uzès. Il s'agit d'un collectif composé de 2 architectes et 2 designers diplômés de l'École nationale supérieure de création industrielle, de l'École Boulle et de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Un collectif qui présente l'architecture comme un sport collectif et dont les compétences offrent la possibilité d'intervenir dans le cadre de projets architecturaux, conception, construction, rénovation du patrimoine bâti ancien, d'architecture d'intérieur, d'aménagement et d'espace public. D'aménagement de l'espace public. Gabrielle Vélich a accepté de revenir sur la rénovation des abords de l'ancien phare du Grau-du-Roi, projet primé il y a 2 ans, et de nous faire découvrir 2 autres projets. Il n'est pas si facile en si peu de temps d'exposer ce qui demande des mois de travail. Et le CAUE, Madame, vous remercie. D'une part, d'avoir accepté l'exercice en toute simplicité, et d'autre part, pour votre choix qui va nous permettre d'apprécier des univers aux charmes différents. Et cette notion de charme ne va pas forcément de soi. On parle de magie du lieu qui peut laisser entendre qu'il y a quelque chose d'irrationnel lorsque ce charme opère, mais qui, en même temps, peut occulter tout travail qui en a favorisé l'émergence. Votre présentation va sans doute nous en faire mieux apprécier les réalités. Madame Vélich, je vous laisse la parole. Bonjour, merci à tout le monde d'être venu ici dans ces lieux effectivement qui pour moi est histoire et patrimoine, donc qui reflète un petit peu notre quotidien de travail. Donc, étant architecte du patrimoine, effectivement, nous travaillons beaucoup dans ce genre de lieu. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter des projets qui sont un peu exceptionnels par rapport à notre travail de restauration pure. Parce que donc, premièrement, il y a l'histoire de l'ancien phare du Grau-du-Roi, parce que le Grau-du-Roi, il y a 2 phares. Donc le premier, il était le long du canal qui a desservi Aigues-Mortes vers la mer. Le Grau-du-Roi, c'est une ville assez récente. Et en fait, dans notre pratique de l'architecture, on passe toujours par une phase d'étude historique, parce qu'en fait, il faut appréhender le lieu par son histoire, mais également par son environnement et les histoires qu'il raconte. Donc, dans le cadre du phare du Grau-du-Roi, nous avons bien évidemment étudié l'histoire du phare même. Donc, le phare a été construit en 1824, mais il est arrivé là parce qu'il y avait le canal, parce qu'il y avait les bateaux, et surtout, c'était un signal aussi pour les pêcheurs qui petit à petit se sont installés le long de ce canal. Une autre donnée historique qui, pour nous, qu'on a découverte et que la ville du Grau-du-Roi a découvert en même temps que nous, c'est ce canal. Quand on connaît les problématiques météorologiques en bord de mer, il y a l'ensablement du canal qui était un gros problème pour le canal même. Donc il a été construit un mur de défense contre l'ensablement du canal.
Ce mur est daté de 1786 et les Grolinois l'appellent le mur Vauban, qui est un petit peu un non-sens, mais enfin, dans la mémoire de la ville. Donc c'est ce mur qui est encore présent dans le parcellaire en fait, de la ville, qui, elle, donc, a été créée en 1879, donc plus de 100 ans après la création du canal. Et donc, avant la construction du phare, il y avait le sémaphore qui aujourd'hui n'existe plus. Donc, c'était un premier petit signal pour montrer l'entrée du canal, qui se trouvait donc dans ce qui est ici entouré de rouge et qui aujourd'hui encore dans le parcellaire de la ville est présent. Donc ça c'était un premier point qui pour nous était important. Et puis après, dans la dernière image, vous voyez ici, donc on voit bien le mur qui a été construit contre l'ensablement. Et cette directive ici, pour fermer aussi côté rivage, donc toujours pareil, le vent marin, l'ensablement, pour protéger le phare. Donc ça c'est... Enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, si on y est encore ce soir. Après, la ville, effectivement, s'est développée à la fin du 19e, voire au début du 20e siècle. Donc il y a des premières villas, comme la Villa Paris, qui ont été construites en bord de mer. Il y a eu une opération de lotissement, donc la Villa Paris en était la première construction. Et finalement, ça a été abandonné. Et le bord de mer, petit à petit, en fait, il y a une urbanisation un peu sauvage, je dirais, qui petit à petit a encerclé le phare avec des agrandissements divers et variés aussi autour du phare, comme une station d'avitaillement et puis le logement du gardien qui a été agrandi. Donc quand on a commencé notre étude, c'est dans cet état-là qu'on a trouvé le phare, bon, qui lui-même, avec effectivement les entrées maritimes, a été dégradé, mais c'est surtout son environnement urbain qui a été fortement dégradé avec le parking, la station d'avitaillement, les sanitaires, tout ça, ça faisait un non-espace urbain, sur lequel après donc, on a proposé donc, des aménagements divers pour mettre en valeur non seulement le phare, mais aussi cette partie de place urbaine. Donc, pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup qui connaissent le Grau-du-Roi, on est vraiment en bordure donc, du canal, avec le phare ici. Et on avait ce grand parking et sur lequel donc il y avait quand même la nécessité de conserver un parking parce que sur la rive droite du canal il n'y a pas beaucoup de stationnement. Et on a proposé donc de supprimer, de réagencer le parking pour garder à peu près le même nombre de stationnements et de créer en fait une promenade ombragée en bord de mer avec une réfection complète de la zone d'avitaillement. Donc c'est pour les pêcheurs en fait parce que le Grau-du-Roi vit quand même aussi du tourisme, mais il y a quand même beaucoup de pêcheurs et c'était le souhait aussi de la commune de conserver cette activité commerciale. Et au bout de la promenade, de créer un sanitaire un petit peu mieux intégré dans l'espace public. Donc là, vous avez le plan d'aménagement qui a été proposé, où donc, on reprenait dans le prolongement du mur contre l'ensablement qui a été maintenu, qui reprend en fait ici avec une rampe pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité
possibilité réduite d'accéder à la ville à Paris, qui aujourd'hui est l'Office de tourisme de la ville, et qui reprend donc cette directive, cette direction du mur contre l'ensablement. Donc après, il y a la promenade et le parking réduit, réagencé, pour permettre de conserver le même nombre de stationnements. Donc des bancs en bord de mer. Et après, en fait, quand on travaille en bord de mer, il y a une problématique. Le bord de mer n'appartient pas à la commune. Donc, dans le projet initial, en fait, on avait proposé de reconfigurer la plage dans ses dispositions d'origine, mais comme cette partie n'appartient pas à la commune, mais gérée par le ministère, par l'État, ça n'a pas pu être fait dans cette campagne-là. Enfin, il y avait trop d'interventions politiques compliquées. Donc après, effectivement, le cheminement est accompagné d'un gradin pour, pareil, inviter à la promenade et à s'asseoir pour vraiment avoir une place publique utilisable en période, enfin toute période. Il y avait une autre contrainte, c'est qu'au niveau du parking, il y a les Bolinades qui ont lieu une fois par an, donc bon, il y a tout un tas de festivités, donc il fallait aussi correspondre aux besoins d'emplacement de marché d'hiver. Voilà. Au niveau du chantier, donc je vais vous montrer quelques photos de chantier. Donc je vous ai parlé de la station d'avitaillement qui avait quand même des problèmes de pollution du sol. Donc il y a eu, au moment des démolitions des bâtiments qui étaient accolés au phare, il y avait entre autres des cuves de fioul qu'il fallait dépollutionner. Donc c'est un chantier assez important au niveau environnemental. Donc avec donc là, vous voyez enfin, tout le sable, en fait, des pâtes blanches ont été mis pour maintenir, enfin, pour baisser le niveau de la mer, pour pouvoir dépollutionner les sables et puis pour intégrer du coup des nouvelles cuves à fioul par mois pour éviter les futures pollutions par rapport à la station d'avitaillement. Il y avait aussi toute une question de mise aux normes environnementales qu'on voit aujourd'hui pas dans le projet, mais qui était quand même au niveau budget, un budget assez important. Et donc après, les Greninois se souviennent quand le phare était échafaudé, c'était quand même aussi de ce côté-là quelque chose d'assez impressionnant. Et donc une fois la démolition faite, on a pu commencer les travaux à proprement parler de l'aménagement de la place, donc avec ici les premières fondations qui sortent de terre. Après, donc aujourd'hui, on a le phare complètement dégagé. On a donc la nouvelle station d'avitaillement avec donc, cette promenade ombragée. Au niveau de l'avitaillement, donc c'est juste un petit bureau, mais en fait la pompe en elle-même est ici. Donc c'est uniquement les pêcheurs qui peuvent y aller. On a donc ici au fond ce mur contre l'ensablement qui a été restauré, mis en valeur, et la ville à Paris, donc Office de tourisme, avec un accès qui a été amélioré par rapport et puis dégager aussi la vue sur cette. Après la photo, donc tout à l'heure on a vu les fondations. Donc là on a tout le gradin avec le cheminement PMR qui monte en pente douce pour pouvoir arriver à la ville à Paris. Et effectivement des gradins qui servent de marche, mais également d'assises pour
pouvoir profiter de la vue sur la mer. Et donc là, une autre vue sur les gradins, avec au fond, du coup, la promenade. Donc pour nous, c'était un projet assez exceptionnel parce que non seulement on a pu, donc avec le concours de la trappe, restaurer un monument classé. Aujourd'hui, maintenant, il est visitable. À l'époque, le programme n'était pas encore défini. Et en même temps, on a pu traiter l'environnement autour avec les mêmes matériaux que le phare, donc tout est fait avec la même pierre. Alors, c'est un espace qui est très minéral, mais par rapport à la mer, on est quand même dans des espaces qui sont balayés par le vent, donc la végétation en zone urbaine ici n'avait pas de sens. Bon, il y avait des palmiers qui étaient, donc qui ont été conservés. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez minéral. Et l'ombrage, on a traité avec de l'architecture. Voilà sur le projet pour lequel, du coup, nous avons eu le prix pour le CAUE en 2021, je crois. Donc, par rapport à ce projet très minéral, je voulais après vous montrer un projet tout à fait différent. Donc, on est sur le château de Colias, où on vient de finir, l'année dernière, les travaux de restauration du château. Le château a été transformé, donc c'était un domaine privé, mais qui a été transformé en hôtel-restaurant. Donc ça, c'est une vue par drone avant restauration. Et on est en fait dans un site qui lui, est vraiment implanté dans la végétation. On est adossé au nord au village de Colias. Par contre, au sud, on est vraiment dans la nature, dans la verdure. Donc, un petit plan donc, de l'état au moment du début de notre étude. Là aussi, il y a eu une étude historique qui a été faite. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout le parc du château. Donc en fait, vous avez en haut, ici, on le voit mal, un plan du premier parc du château du XVIIe siècle. C'était un jardin à la française. Mais au XIXe siècle, donc, le jardin a été repensé à la mode à l'anglaise, donc un jardin romantique, donc par Cordiou, qui était un paysagiste qui était d'abord à Équilly, donc en région lyonnaise, et qui a déménagé après sur Avignon et qui a fait pas mal de jardins et parcs, des châteaux dans les environs. Donc il y a notamment le château de Monclos, il y a le château de Fontarèche et il y en a bien d'autres. Je crois qu'il a travaillé aussi un peu sur les jardins de la Fontaine à Nîmes. Donc c'était un paysagiste quand même assez connu au XIXe siècle. Et donc voilà, par rapport à un jardin qui, à l'origine, était très rectiligne en perspective, on a les jardins à l'anglaise avec donc, un petit bassin, des rocailles, des promenades. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici en fait une cour arrière avec une entrée de service, et on a de l'autre côté une entrée du parc, alors que l'entrée du château principal elle est côté village. Donc là déjà, en fait, le paysagiste a repensé les entrées du parc. Et par rapport au programme du maître d'ouvrage, donc un hôtel où on arrive en voiture, là c'est un tout petit village, les rues, enfin il n'y a pas possibilité de se garer.
Donc il y avait dans le programme de créer un accès plus facile pour le restaurant, pour l'hôtel, et également des agréments pour un hôtel 5 étoiles, comme les espaces piscine, pool house et autres. Donc sur le plan ancien, donc, ouais, un croquis, la première idée de retravailler sur le jardin, c'était vraiment de rester dans ce langage de méandre un peu romantique, de garder au maximum les circulations pour créer des points de vue, des promenades, et d'intégrer donc une piscine qui fasse le pendant au petit bassin qui existait déjà, et créer en fait une entrée à l'emplacement où elle était, mais un peu plus prestigieuse, avec donc une partie parking végétalisé, avec donc la végétation qui protège l'espace piscine du parking. Et de l'autre côté, enfin là on ne le voit pas, je vais vous mettre le plan définitif du projet, voilà, c'était plus clair. Donc on a toujours une entrée de service qui existait déjà, mais où on a en fait glissé sous le jardin d'autres parkings pour le personnel. Parce que il faut aussi que le personnel puisse se garer. Donc là vous avez le plan d'aménagement, donc avec une entrée qui fait vis-à-vis à l'entrée du parc en face, donc qui reprend le même langage architectural, avec donc le pool house qui est intégré, et puis les locaux techniques un peu comme des pavillons d'entrée style enfin, de la même nature d'architecture que le château lui-même, et puis donc derrière le bassin qui se glisse en fait dans la continuité des bassins existants. Donc là, vous avez la vue de l'entrée et du parking avec les arbres qui ont été conservés au maximum. Donc le petit portail d'entrée, le pool house qui se glisse derrière. Là, on est, ce qu'on voit mal parce qu'il y a un peu trop de lumière, donc le parking du personnel qui se glisse sous le parc. Et ici, donc en bas, on a le château donc avec son bassin existant et le nouveau bassin qui reprend les mêmes formes, les mêmes margelles, des plages immergées, enfin pour là aussi proposer des repos dans l'eau et des points de vue différents. Voilà, donc, est-ce que j'ai une autre photo sur... oui, après... J'ai malheureusement pas pu reprendre une photo par drone, mais je suis montée sur les toitures du château. Donc après un an de fin de travaux, donc la végétation commence à reprendre un petit peu, parce que bon, avec le chantier, la rue, ça a été quand même un peu perturbé. Mais là vous voyez en fait le bassin existant, la piscine, et puis en fait ce qu'on voulait conserver, c'est que ça fasse une continuité du jardin anglais, avec effectivement la vue depuis le château. Ce qui est important, c'est la garrigue, le parc, qui fait partie en fait du domaine du château de Coyasse. Donc les gens qui vont à l'hôtel peuvent se promener aussi dans le parc en face. Donc c'est vraiment un lieu, voilà, on a parlé de magie. Je vous conseille d'y aller. Alors, ils font des portes ouvertes, ils font, bon, le restaurant étant étoilé, donc c'est un petit budget après pour aller manger là-bas, mais ils font aussi des marchés de producteurs locaux. Enfin, c'est vraiment un très bel endroit, et surtout, voilà. Le château aussi, au niveau de la restauration, on a essayé de transformer le moins possible, de garder les bâtiments du temps, et j'espère qu'on a réussi à garder aussi le parc dans
sa pensée en fait d'origine. Donc, et là, on est vraiment dans le végétal, enfin plus dans le paysage du prix de 2024. Et donc en dernier, j'ai un autre projet où, alors là, le chantier n'est pas terminé, mais on reste aussi dans le langage des jardins. Alors c'est le jardin à fabrique du parc du Baron de Castille, que sûrement tout le monde connaît. C'est quand vous sortez de Romoulin, vous allez vers Uzès, tout le monde a vu ces colonnes du château du Baron de Castille, et à main gauche, donc, il y avait l'ancien cimetière. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un parc à fabrique? Donc, c'est à la fin du XVIIIe, en fait, il y a eu une mode des ruines qui ont été, donc ça vient aussi un petit peu des jardins à l'anglaise, mais les fabriques on reconstruisait des fausses ruines, en fait, pour donner un côté plus romantique encore au jardin. Donc le baron de Castille, donc Gabriel Fromont, était page du roi, donc il a fait comme à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, beaucoup de voyages. Donc il a été à Rome, donc il s'est inspiré beaucoup en fait, des ruines romaines qu'il a pu découvrir auprès de ses voyages. Et quand il a hérité de son oncle du château d'Argillier, donc, il a tout de suite voulu transformer ce gros mas, en fait, parce que c'est plus un gros mas qu'un château, en quelque chose de plus exceptionnel. Et il n'a pas travaillé avec un paysagiste, c'est vraiment lui qui a dessiné, donc avec un peintre, tous les aménagements du parc. Donc on a eu la chance de faire l'étude sur le château. Le château était en vente, il vient d'être racheté. Donc on a pu aller dans le parc qui est privé, mais voilà. Nous, on n'a pas travaillé sur le parc lui-même, mais sur des fabriques qui sont ici, qui sont sur le cimetière communal. Argillier, c'est un petit peu, la commune d'Argillier, c'est un petit peu aussi comme le Gros-du-Rhin, une commune assez récente. Le baron était quelqu'un de très social, donc après la Révolution, où il y avait la misère, il a pu récupérer son bien. Il a fait travailler les carriers locaux, donc la carrière de Vers. Il a fait travailler les paysans aussi qui ont aidé à aménager ce parc. Et donc on a ici les perspectives qu'il a voulu créer avec à chaque petit rond donc une fabrique. Bon, il y en a beaucoup plus à l'intérieur du parc privé. Et après, voilà, là vous avez une vue de Jusqui qui était son peintre attribué, donc père et fils. Donc il avait un peintre qui faisait des tableaux de famille, mais qui peignait aussi, mais sur ses directives, en fait, les différentes fabriques. Donc là, on a une image qui montre en fait cette perspective un peu en batte de doigt, avec à chaque fois au bout, en fait, donc soit une pyramide, soit une colonne, enfin voilà, quelque chose pour un signal, là encore, pour montrer le plan, les points de vue. Et donc ici, donc le château, il est ici, le cimetière il est un petit peu à côté. Et donc sur le cimetière, en fait, il y a 3 fabriques. Donc il y a le mémorial à Édouard, c'est son fils qui mort à la bataille d'Essling. Il y a ce qu'on appelle le tombeau de la princesse. Donc c'était le tombeau, mais enfin c'était prévu comme tombeau, mais sa deuxième femme est décédée à Paris, donc elle n'a jamais été enterrée ici.
construit un peu en temple grec. Et puis il y a son propre tombeau donc, qui forme l'arche d'entrée du cimetière. Donc le baron de Castille a été inhumé sous l'arche, mais ses autres enfants l'ont déterré et enterré plus tard dans la chapelle du château. Donc le cimetière est la seule partie publique du parc. Donc quand on a fait l'étude du château, après, grâce à l'association Usage, on a continué notre étude donc, sur le cimetière. Et c'est toujours grâce à l'association, parce que la commune n'avait pas les moyens en fait, de restaurer ces fabriques qui tombaient en ruine. L'association les a aidés à monter les dossiers de subvention. Tout est protégé au titre des monuments historiques. Donc, on a pu faire d'abord l'étude et puis après donc le chantier en cours de restauration de ces trois fabriques-là. Donc là, on a le mémorial à Édouard, donc c'est une colonne avec ce C qui est couché, qui est le symbole de Castille. L'état de la végétation qui a un peu envahi les colonnes. Donc sur le mémorial d'Édouard, on a fait juste un nettoyage. C'était la fabrique la mieux conservée. Donc ici, il manquait une plaque. Et là aussi, il y a une souscription qui court pour qu'on puisse remettre la plaque qui a été volée et qui se retrouve chez un voisin. On va la reproduire parce qu'on ne va pas les revoler. Donc là, voilà, ça c'est vraiment notre corps de métier, l'architecte du patrimoine, donc le tombeau de la princesse de Rouen. En fait, l'argile porte bien son nom, c'est bâti sur l'argile. Alors le baron de Castille avait beaucoup d'idées, mais n'était quand même pas ni ingénieur ni architecte. Donc quand le tombeau, quand on voit la taille des colonnes a été construit, il n'y a pas de fondation, donc là, vous voyez là comment en fait, elles se sont enfoncées dans le sol et dans l'état dans lequel était le tombeau. Voilà, depuis 20 ans, je passe devant, je me dis ça va tomber. Et avant que ça tombe, donc ça a été étayé, déposé, on a créé des fondations et ça a été remonté dans l'état d'origine. Donc c'est vraiment un travail de tailleur de pierre. C'est un peu, voilà, je dis en plaisantant, c'est un peu comme un Lego qu'on dépose, qu'on remonte. C'est un peu plus compliqué que le Lego quand même. Mais voilà, c'était un travail vraiment très intéressant qu'on ne fait pas tous les jours. Là, pour éviter que les joints se délavent, on a prévu une couvertine en zinc, donc ça c'est pas encore fait. Voilà, là vous voyez les couvertines reposées avec les alignements très compliqués à gérer parce qu'il fallait tricher un peu de partout hein. Parce que comme c'est quand même des ouvrages assez rudimentaires, à l'époque c'était pas très droit non plus, donc on essaye de pallier au mieux et c'est le résultat en fait on juge à l'œil. Ce genre d'ouvrage, là on ne travaille pas au laser, on travaille à la corde et puis à l'œil pour satisfaire l'œil. Et donc la dernière fabrique, c'est le tombeau du baron. Donc voilà, je pense que tout le monde connaissait cette vue-là. Donc en plus, il y a des cyprès qui ont été plantés, qui ont grandi, les racines ont grandi aussi. Donc à l'origine, cette lithographie de Jusqui n'est pas tout à fait juste parce qu'il y avait une double arche.
Par contre, elle est intéressante parce qu'il y a ici le pot à feu qui malheureusement, en fait, quand on a fait l'étude, il y avait encore une partie ici. Ce qui restait quand on a commencé le chantier, c'est plus que la base. Donc ça, c'est un dessin de réinterprétation. Donc le bois à feu va être remis en place. Mais tout le travail, en fait, c'était là encore de déposer. Donc là, vous avez tous les claveaux de linge déposés. Pour recréer une fondation, ce qui a été fait, puis on est en train de reposer, donc avec le veau qui est en place pour pouvoir reposer et éviter surtout ce mur de soutien qui a été construit à un moment donné qui fermait le cimetière pour garder en fait la perspective comme l'a voulu le baron de Castille sur le tombeau de la princesse et au fond donc le mémorial à son fils. Donc on espère que l'actuel propriétaire du château de Castille va continuer dans ce travail de restauration parce qu'il y a beaucoup d'autres fabriques qui sont un petit peu dans le même état et si jamais on a la chance de pouvoir faire ce chantier, ben, je reviendrai le présenter avec grand plaisir. Voilà. Je crois que j'ai fini, je crois qu'il y a la remise des prix qui est